Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, tome 2, l'impérialisme, deuxième partie. En Allemagne, la pensée raciale ne s'est développée qu'après la déroute de la vieille armée prussienne devant Napoléon, effort pour unir le peuple contre toute domination étrangère. À ses débuts, au sein de l'aristocratie française, la pensée raciale a été inventée comme instrument de division interne. En 1853, le comte Arthur de Gobineau publia son essai sur l'inégalité des races humaines, qui fut une sorte d'ouvrage modèle pour les théories raciales de l'histoire. L'auteur est fasciné par la chute des civilisations et fort peu intéressé par leur essor. Gobineau prévoit la disparition de l'homme, ou selon ses termes de la race humaine, de la surface de la Terre. Marche vers la décrépitude sur une durée de 12 000 ans. Les bourgeois sont les descendants des esclaves gallo-romains, les nobles sont germaniques. Gobineau cherchait la création d'une élite qui remplacerait l'aristocratie. Au lieu de princes, il proposait une race de princes, les Ariens. Grâce à la race, une élite allait se former qui pourrait revendiquer les vieilles prérogatives des familles féodales. Ernest Renan a été le premier à opposer les Sémites aux Ariens. Si le darwinisme a connu un tel succès, c'est qu'il a porté les armes idéologiques de la domination de race aussi bien que de classe. Doctrine de la nécessaire survie des meilleurs, qui implique que les couches supérieures de la société pourraient être les mieux adaptées. Il est significatif que la pensée raciale anglaise ait dû ses origines à des écrivains de la classe moyenne et non de la noblesse, qu'elle soit née du désir d'étendre à toutes les classes les avantages des valeurs de la noblesse et qu'elle se soit nourrie de véritables sentiments nationaux. Cette classe moyenne anglaise ne s'est jamais totalement émancipée par rapport à la noblesse et qui véhiculait les premiers germes d'une pensée raciale. La pensée raciale se révéla une aide précieuse pour le racisme. Racisme et bureaucratie se sont révélés étroitement liés. En Afrique du Sud, les esclaves noirs devinrent rapidement la seule fraction de la population à travailler réellement. Les Boers détestaient et craignaient les financiers plus que tous autres étrangers. Après plusieurs décennies, les Boers comprirent qu'ils n'avaient rien à craindre de l'impérialisme. L'impérialisme colonial a réussi à régénérer les institutions de l'État-nation. La structure de l'État était le fruit de siècles de monarchie et de despotisme éclairé. Le conflit secret entre l'État et la nation vint au grand jour au moment où la Révolution française lia la Déclaration des droits de l'homme à la revendication d'une souveraineté nationale. La relation entre l'État et la société était déterminée par le fait de la lutte des classes qui avait supplanté l'ancien ordre féodal. Individualisme libéral qui croyait à tort que l'État régnait sur de simples individus alors qu'il dominait en réalité des classes. Cet individualisme voyait dans l'étude une sorte d'individu suprême devant qui tous les autres devaient s'incliner. Le nationalisme a toujours maintenu cette profonde loyauté originelle envers le gouvernement. Les mouvements annexionnistes prêchaient l'origine divine de leurs peuples respectifs par opposition à la foi judéo-chrétienne en l'origine divine de l'homme. L'origine divine transformant le peuple en une uniforme masse élue de robots arrogants. Fausseté de cette théorie, Dieu n'ayant créé ni les hommes dont l'origine se trouve clairement dans la procréation, ni les peuples qui sont apparus comme le résultat de l'organisation humaine. Les hommes sont inégaux en fonction de leur origine naturelle, de leur organisation différente et de leur destin historique. Leur égalité est seulement une égalité de droit, c'est-à-dire une égalité humaine,
dans ses intentions. Chaque fois que des peuples sont séparés de l'action et de leur propre réalisation, ces peuples sont poussés à se retourner sur eux-mêmes, et ils rencontrent invariablement la revendication séculaire des Juifs sur leur chemin. Le temps mort qui sépare la formulation de l'idéologie annexionniste de la possibilité d'en tirer des applications politiques est manifeste dans le destin du protocole des sages de Sion, élaboré à Paris vers 1900 par des agents de la police secrète russe. Ni le faussaire ni son employeur ne savaient qu'un temps viendrait où la police finirait par devenir l'institution centrale d'une société et la toute-puissance d'un pays organisé selon les principes dits juifs exposés dans les protocoles. Staline découvrit toutes les potentialités de domination que recelait la police. Hitler, plus rusé, sut utiliser le principe hiérarchique du racisme et exploiter le postulat antisémite, affirmant l'existence d'un peuple qui serait le pire afin d'organiser réellement le meilleur. Le mépris de la loi devint la caractéristique de tous ces mouvements, et ainsi l'administration a survécu à tous les changements de régime depuis la Révolution, et elle s'est levée comme un parasite dans le corps politique, défendant ses propres intérêts de classe. En Autriche, la bureaucratie amena le plus grand de ses écrivains modernes à se faire l'humoriste et le critique de sa structure. Franz Kafka connaissait bien la croyance superstitieuse au destin qui habite ceux qui vivent sous la domination perpétuelle du hasard, penchant à trouver une signification supra-humaine particulière. Il a décrit l'orgueil dans la nécessité pure, fût-ce la nécessité du mal. L'Empire russe offrait alors le tableau complet d'un régime bureaucratique. Dans l'impérialisme, le slogan « au-dessus des partis », l'appel lancé aux hommes de tous les partis est une affirmation pleine de vantardise, selon laquelle ils allaient se dresser loin des querelles de partis et ne représenter qu'un but national. Intérêt exclusif envers une politique étrangère dans laquelle la nation était toujours supposée agir comme un tout indépendant des classes. Les mouvements totalitaires n'étaient pas des partis au-dessus des partis, aspirés à s'emparer de l'appareil d'État, mais des mouvements visant à détruire l'État, force supra-étatique. Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme. Toutes les conférences internationales qui ont essayé de définir un statut juridique des apatrides se sont soldées par un échec, car aucun accord ne saurait remplacer le territoire. Dans les régimes totalitaires, la police a atteint l'apogée de son pouvoir. Les Juifs ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de la nation des minorités et dans la formation d'un peuple apatride. La Déclaration des droits de l'homme aura marqué un tournant de l'histoire. L'homme, et non plus le commandement de Dieu, serait la source de la loi. Ignorant les privilèges, émancipation de toute tutelle, conçue comme un instrument de protection. Les droits de l'homme sont inaliénables et non déductibles de tout autre droit ou loi. L'homme souverain unique en matière de loi et le peuple souverain unique en matière de gouvernement. Être fondamentalement privé des droits de l'homme, c'est être privé d'une place dans le monde. Les droits ont été proclamés indépendamment de l'histoire et des privilèges accordés à certaines couches de la société. La perte des droits de l'homme survient au moment où un être humain est sans profession, sans citoyenneté, sans opinion et sans acte. L'existence de ces personnes entraîne un grave danger. Leur nombre croissant menace notre vie politique et notre organisation humaine.
Le danger mortel pour la civilisation n'est plus désormais un danger qui viendrait de l'extérieur. Le danger est qu'une civilisation globale, coordonnée à l'échelle universelle, se mette un jour à produire des barbares, nés de son propre sein, à force d'avoir imposé à des millions de gens des conditions de vie qui, en dépit des apparences, sont les conditions de vie de sauvages. Merci.